Dans notre exploration précédente, nous avons appris à reconnaître le monde du cœur. Nous avons compris qu'il est bien plus qu'un simple siège d'émotions passagères. Le cœur se révèle être un centre de décision profond, un espace vivant capable de guider l'intégralité de notre existence. Pourtant, une question essentielle demeurait en suspens. Si le cœur détient une telle puissance, qu'est-ce qui le façonne réellement? Un cœur ne naît jamais vide. Il est continuellement ensemencé par des influences diverses. Aujourd'hui, nous comprenons que ce qui modèle le cœur n'est pas d'abord l'enchaînement des événements extérieurs. Ce sont avant tout les pensées que nous laissons prendre racine en son sein. C'est précisément là que s'ouvre le chapitre 2 de notre réflexion. Nous ne nous contentons plus d'observer le monde du cœur. Nous plongeons au cœur de ce qui est planté à l'intérieur de lui, explorant les semences invisibles qui déterminent notre trajectoire. Le texte que nous étudions utilise une image d'une simplicité déconcertante, mais d'une justesse redoutable. Il compare le cœur à un champ fertile, prêt à accueillir toute semence. Chaque pensée qui surgit en nous est une graine potentielle. Certaines de ces pensées sont légères, éphémères, traversant notre esprit sans laisser de traces durables. D'autres, en revanche, tombent plus profondément dans notre conscience. Elles commencent alors un processus d'enracinement et de croissance silencieuse. Nous générons des milliers de pensées chaque jour, un flux incessant d'idées et d'impressions. Mais toutes ne sont pas destinées à porter du fruit. Beaucoup meurent aussitôt, d'autres sont simplement ignorées, sans conséquence. Cependant, celles que nous choisissons de nourrir, celles que nous laissons revenir encore et encore, finissent par s'ancrer solidement dans le terreau de notre cœur. C'est un processus subtil, souvent inconscient, mais d'une importance capitale. Ce que le livre nous enseigne ici est une vérité fondamentale et inéluctable. Toute pensée semée avec persistance dans le cœur finit inévitablement par produire une action. Cette transformation n'est pas toujours immédiate, mais elle se manifeste toujours avec le temps. Le texte est d'une clarté absolue sur ce point crucial. Toutes les pensées qui traversent notre esprit ne se transforment pas en actions concrètes. Il y a un tri naturel, une sélection implicite. À l'image des œufs de tortue déposés sur une plage, une grande majorité n'atteint jamais la maturité. Certaines pensées disparaissent d'elles-mêmes, jugées inutiles ou sans pertinence par notre esprit. D'autres sont simplement remplacées par de nouvelles idées, plus pressantes ou plus attrayantes. Mais certaines pensées, un petit nombre, survivent à ce processus de sélection. Ce sont celles que nous répétons intérieurement, celles auxquelles nous accordons une attention particulière. Elles résonnent en nous, créant un écho persistant. Il peut s'agir de la pensée de vouloir réussir à tout prix, de l'aspiration à être reconnu ou même du désir de vengeance. Cela peut aussi être la nécessité de prouver quelque chose à soi-même ou aux autres. Ces pensées, une fois entretenues, commencent à exercer une influence profonde. Quand une pensée est ainsi choyée et répétée, elle commence à modeler la substance même de notre cœur. Et le cœur, à son tour, se met à influencer nos choix et nos décisions. Ce processus se déroule souvent sans que nous en ayons pleinement conscience, guidant nos pas de manière insidieuse. Le livre nous confronte à un exemple réel, tragique, mais d'une pertinence essentielle pour illustrer ce mécanisme. Il s'agit du cas d'Andreas Lubitz, copilote du vol Germanwings 9525 en 2015. Les faits de l'année documentés sont d'une clarté glaçante. Lubitz souffrait de troubles psychologiques profonds, notamment liés à une peur obsédante de perdre sa carrière. Cette angoisse était exacerbée par des problèmes de vue qui menaçaient son avenir professionnel. Une pensée s'est alors installée, puis a grandi dans son cœur. Cette pensée était la suivante: ma vie n'a plus d'avenir. Cette idée dévastatrice n'a pas été stoppée, ni remplacée par une perspective plus constructive. Au contraire, elle a été nourrie, renforcée, jusqu'à devenir dominante. Le livre n'évoque pas Lubitz pour porter un jugement moral sur l'individu. Il le fait pour mettre en lumière un mécanisme universel et implacable. Quand une pensée négative, quelle qu'elle soit, devient prépondérante dans le cœur, elle peut écraser toute autre forme de raisonnement. Le cœur, saturé par cette unique graine toxique, ne perçoit plus le monde que dans une seule direction. Et lorsque cette pensée, devenue obsession, se mue en action, les conséquences dépassent toujours la personne elle-même, laissant derrière elle une traînée de destruction. Le livre insiste sur un point crucial et souvent sous-estimé de notre psyché. Le cœur, une fois orienté, coule toujours dans une direction spécifique, à l'image d'une rivière suivant son cours. Cette direction est déterminée par les pensées dominantes que nous y cultivons. Si les pensées qui prévalent sont celles de la colère et du ressentiment, le cœur s'achemine inévitablement vers la destruction, qu'elle soit dirigée vers soi ou vers les autres.
Si l'orgueil est la graine principale, le cœur coule vers l'isolement, coupant les ponts avec autrui. Si la peur est la force motrice, le cœur s'oriente vers la fuite, l'évitement, ou pire encore, vers des décisions irréversibles et désespérées. La trajectoire de notre vie est ainsi tracée par ces courants intérieurs. Mais l'inverse est tout aussi vrai et porteur d'espoir. Un cœur nourri par des pensées de lucidité, de patience et de remise en question constructive peut changer entièrement la trajectoire d'une vie. Il peut nous mener vers des horizons insoupçonnés. Ce ne sont pas les pensées occasionnelles, les idées fugaces, qui nous définissent en profondeur. Ce sont celles que nous laissons s'installer durablement, celles qui s'enracinent et deviennent les piliers de notre être. Le message fondamental du livre est à la fois exigeant et profondément libérateur. Nous ne contrôlons pas l'apparition de toutes nos pensées, car l'esprit est un générateur constant d'idées. Cependant, nous sommes pleinement responsables de celles que nous choisissons de garder et de cultiver. Le cœur n'est pas une entité figée, condamnée à une destinée immuable, il est au contraire profondément influençable, malléable. Sa direction et sa nature sont le reflet de nos choix intérieurs, conscients ou non. Chaque jour, à chaque instant, nous décidons, souvent sans y prêter attention, quelles graines nous allons arroser dans le champ de notre cœur. C'est un acte de jardinage intérieur constant, dont les fruits détermineront notre récolte. Ce travail intérieur essentiel ne commence pas par l'action extérieure ou par des changements radicaux. Il débute par une observation attentive et honnête de notre paysage mental. Il s'agit d'observer ce qui revient sans cesse, ce qui insiste dans notre esprit. Il faut prendre le temps de percevoir ce qui façonne silencieusement nos choix, nos réactions et notre perception du monde. Cette observation est la première étape vers une maîtrise de soi authentique. Si le cœur est véritablement un champ, alors il a un besoin impérieux d'être orienté avec sagesse. Mais comment discerner quelles pensées méritent d'être suivies et lesquelles doivent être laissées à l'abandon? Comment un cœur en vient-il à suivre une direction précise, au point de construire toute une vie autour d'elle ou de se perdre complètement? Dans le prochain épisode de notre exploration, nous approfondirons le cheminement du cœur, nous examinerons comment il se forme, comment il répète certains schémas et pourquoi, une fois engagé sur une route intérieure, il devient si difficile d'en dévier. Car comprendre ce que nous pensons n'est que la première étape de ce voyage introspectif. La véritable clé du changement réel et durable réside dans la compréhension profonde de l'endroit où ces pensées nous mènent.